Bonjour à tous. Dans le 13h aujourd'hui, on a ouvert la boîte de Pandore en Irak, a dit hier le président Chirac. Nouvel attentat ce matin à Bagdad contre le quartier général de la police au cœur de la ville. 47 morts au nez et à la barbe des soldats américains. Et à l'instant, on vient de l'apprendre, une nouvelle explosion. On vous en dira plus sans doute dans un instant. Ensuite, la Turquie avec une manifestation de femmes ce matin contre une réforme du code pénal turc qui veut recriminaliser l'adultère. La prison donc pour les femmes ou pour les hommes infidèles. En France, on reviendra sur le plan de lutte contre la maladie d'Alzheimer annoncé hier par le ministre de la Santé. Invité du 13h, Jean Doudrich, qui est le président de l'association France Alzheimer. Il nous dira s'il est satisfait des moyens mobilisés par le gouvernement. Le face-à-face du 13h aujourd'hui, faut-il assouplir la loi littorale qui empêche de construire en bord de mer? Face à face, Corinne Lepage, avocate et ancien ministre de l'Environnement, et Marc Pigeon, le président de la Fédération nationale des promoteurs. Votre avis à vous sur ce sujet, par SMS au 5 15 15 et via internet sur france2.fr. Et puis comme tous les jours, notre feuilleton. Depuis hier et jusqu'à vendredi, on suit le retour à la normale des accusés innocentés de l'affaire Doutreau. Aujourd'hui, Odile, qui a passé 7 mois en prison et qui réapprend à être maman. Et Pierre, 2 ans et demi de prison, qui lui réapprend à être taxi. L'invité des 5 dernières minutes s'appelle Najat Hérault. Elle est la maman d'Étienne, un jeune trisomique de 13 ans. Elle s'est battue pour qu'il suive une scolarité normale au collège et elle va nous expliquer pourquoi. On commence donc par l'Irak et l'attentat qui a fait 47 morts au moins au cœur de Bagdad, en se rappelant cette petite phrase du président Chirac. C'était hier au sommet de Madrid. Il parle justement de l'Irak. Ensemble, d'une façon ou d'une autre, nous avons ouvert une boîte de Pandore que nous sommes aujourd'hui incapables de refermer. Et que ça risque d'avoir des conséquences graves. Voilà. Et justement, une boîte de Pandore, disait le président Chirac. Nouvel attentat ce matin, une voiture piégée qui visait manifestement le quartier général de la police. Le bilan est actuellement de 47 morts et de très nombreux blessés. On est là au cœur de Bagdad, au cœur d'une zone en principe contrôlée par les Américains que les poseurs de bombes sont en quelque sorte venus défier. Bertrand Coq sur place avec Philippe Jasselin. Comme Beyrouth il y a 20 ans, Bagdad vit aujourd'hui le temps des voitures piégées. Ce matin, devant le quartier général de la police, c'est une boucherie. 50 morts peut-être, des dizaines de blessés, des corps en charpie. La plupart des victimes sont des passants, des commerçants, le petit peuple de Bagdad. Dans sa colère, la foule préfère croire à l'hypothèse d'un missile américain plutôt qu'à la voiture piégée. Alaoui, le Premier ministre, est conspué et ses parrains américains voués aux gémonies. Bush est traité de chien. Dans la panique qui suit ce type d'attentat et tandis que s'activent les ambulanciers, le ministre de l'Intérieur fait une apparition. Il parle de forces perverses liées aux ennemis de l'Irak et qui veulent entraver la reconstruction du pays et de ses forces armées. Plus d'une heure après, une patrouille américaine stationne dans la rue. 3 Jeeps Humvee du 1er régiment de cavalerie. Les soldats tentent de contenir la foule, mais l'ambiance est hostile et les ordres contradictoires. Se sentant trop exposés malgré les 2 hélicoptères Apache en couverture, les Américains se rembarquent. La voiture piégée est devenue l'une des armes favorites de la guérilla. Rien qu'à Bagdad, c'est la 6e depuis dimanche. Une forme de guerre contre laquelle les Américains, en dépit de tous leurs moyens, restent impuissants. Et donc une nouvelle explosion qui vient de retentir il y a quelques minutes au centre de Bagdad. Une fumée noire, nous dit l'agence France-Presse, s'est élevée dans le ciel. Bertrand Coq, qui est sur place, nous appellera dans le courant de ce journal s'il a du nouveau là-dessus. 26e jour de détention pour les 2 otages journalistes français Christian Chesneau et Georges Malbruno et pour leur chauffeur syrien. Pas de nouvelles non plus des 2 Simona, les 2 volontaires de l'humanitaire italienne qui ont été enlevés la semaine dernière. Revenons maintenant sur le plan annoncé hier par le ministre de la Santé pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Quelques chiffres pour mesurer l'enjeu. Il y a actuellement près d'1 million de malades aujourd'hui en France et il y aura 2 millions de malades dans 25 ans. En 2020, un quart des plus de 65 ans seront victimes de la maladie. Alors dans le plan du ministre Philippe Douste-Blazy, il y a entre autres la prise en charge de la maladie à 100% par la sécurité sociale et une multiplication par 4 des places en maison spécialisée. Dans un instant, le président de France Alzheimer qui est notre invité, mais tout de suite,
Direction une maison de retraite de Dordogne, près de Saint-Astier. David Bazier, Bernard Bonnard. L'album de photos de vacances des malades d'Alzheimer du centre du Verger des Ballants en Dordogne. Qui Car pour consacrera Geneviève de 1 Mour, la milliard gériatre, d'euros en un patient 2005, qui a perdu la essentiellement mémoire sous la a forme encore du droit maintien. aux photos souvenirs. Elle me rappelle les histoires de ces malades, elle me rappelle qu'une dame n'était jamais montée sur un bateau et qu'elle a pu, à 85 ans, avec une maladie d'Alzheimer, faire une expérience nouvelle. Oui, c'est mon ange. Je suis votre ange, c'est gentil ce que vous me dites. Les résidents sont tous très affectés par la maladie dégénérative. Mais ici, plutôt que des calmants contre les démences, on tente de remobiliser toutes leurs capacités. Dans sa chambre, chacun chez soi, la journée commence par la lecture du journal. C'est l'ouverture de la chasse, hein, vous savez. Et vous savez qu'il y a la rage. Souhaitons qu'on retrouve les chiens le plus rapidement possible. C'est un personnel soignant qui anime, le but susciter des émotions et des souvenirs. Autre particularité, une boutique pour garder la notion de l'argent et conserver le pouvoir de dépenser. C'est un outil pour leur dire aussi, vous comptez pour nous à ce point que vous payez votre pension. Vous n'êtes pas là comme des indigents et nous ne sommes pas là avec envahis de beaucoup de pitié. L'établissement est conventionné. Chaque patient paye 1 500 € par mois. Ceux qui ont une retraite insuffisante bénéficient des aides du Conseil général pour une prestation modèle. 25 ans que je milite pour que chaque patient, quelle que soit sa perte d'autonomie, quelle que soit sa difficulté, soit prise en compte dans ce qu'il est profondément, dans son humanité. Jusqu'à la mort, malgré la maladie, tous conservent ici le principal, respect et dignité. Bonjour Jean Doudrich. Bonjour. Vous êtes le président de l'association France Alzheimer. Alors moi j'ai lu la presse ce matin, elle est absolument dithyrambique avec le plan du gouvernement, comme si tous les analystes avaient l'impression qu'enfin on s'occupait des problèmes. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme? Il est certain que nous sommes dans une période assez intense aujourd'hui. Le 22 juin, c'est pas quelque chose de nouveau, l'association France Alzheimer, reconnue d'utilité publique, seul réseau d'associations représentant les 800 000 familles de personnes malades de la maladie d'Alzheimer et apparentées, se fait en permanence l'écho de leur souffrance et de leur solitude. Soyez gentil de répondre à la question très précisément. Est-ce que vous êtes enthousiaste ou pas? Je suis enthousiaste. Le 22 juin, nous avons lancé de la place du Trocadéro un nouveau cri d'alarme. Le 21 juillet, nous avons eu une réunion de travail très productive avec M. Douste-Blazy. Aujourd'hui, nous avons notre congrès. J'ai lancé l'appel Alzheimer. Et il vous a entendu? Pour nous avoir entendus, dès le 21 juillet, il nous a entendus. Il nous a entendus parce que dans le programme en 10 points qu'il a résumé, ça manifeste la volonté d'achever d'ardard la réalisation du programme gouvernemental Alzheimer de la circulaire d'avril 2002, parce qu'il y avait déjà eu des choses faites dans le passé. Pardonnez-moi, M. Doudrich, je voudrais que vous soyez très... Et de renouveler par un nouveau texte qui le complète et le développe. Ça nous ouvre des horizons importants, nous. Donc vous êtes satisfait. Merci, M. Doudrich, d'être venu vous exprimer dans ce journal. Le vaccin contre l'hépatite B maintenant, vous vous souvenez qu'il y a 10 ans, on nous disait de tous nous faire vacciner. Ensuite, on a soupçonné ce vaccin de favoriser la sclérose en plaques. Alors on a arrêté de vacciner systématiquement les gens. Et puis des études sont venues dire que non, que ce n'était pas vrai, qu'il n'était pas si dangereux que cela. Revoilà aujourd'hui une équipe de chercheurs américains qui affirme que le vaccin contre l'hépatite B multiplie par 3 le risque de sclérose en plaques. José Blanc-Lapierre, Nathalie Sapena. Pour la première fois, une étude américaine fait un lien direct entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Le vaccin pourrait multiplier par 3 le risque d'avoir cette maladie dégénérative. En effet, sur 163 malades observés, 11 avaient été vaccinés 3 ans avant. Pourtant, les experts américains n'estiment pas avoir encore de preuves suffisantes pour changer la politique de vaccination aux États-Unis. En France, les autorités sanitaires prennent l'étude au sérieux, mais semble-t-il sans s'alarmer. Les recommandations actuelles portent chez le nourrisson et chez les personnes à risque. Cette étude ne porte que chez l'adulte et donc nous n'avons aucune information nouvelle de nature à jeter le doute sur la vaccination systématique du nourrisson.
En 1994, une vaste campagne de vaccination contre l'hépatite B avait été lancée par le ministre de l'époque, Philippe Douste-Blazy, à grand renfort de spots publicitaires. Mais de nouveaux cas de sclérose en plaques enflamment alors l'opinion publique. Le ministre se justifie. L'Organisation mondiale de la santé, dans les différents pays industrialisés, a conseillé une vaccination contre l'hépatite B. C'est la raison pour laquelle nous avons, comme d'autres pays d'ailleurs, développé cette vaccination. Plus tard, son successeur Bernard Kouchner suspend par précaution la vaccination auprès des adolescents. Vous venez me voir en disant « mais il y a des doutes ». J'admets qu'il y a des doutes, je vous remercie de les signaler, nous les connaissons. Nous sommes très attentifs. Il y a des doutes d'un côté et les morts de l'autre. Cet après-midi, le ministère de la Santé donnera son avis sur cette nouvelle étude américaine. Un sondage du quotidien La Tribune a montré récemment que les Français attendaient une chose du gouvernement en priorité, qu'il s'attaque aux délocalisations. Alors du coup, on va voir dans un instant comment le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin tente actuellement de répondre un peu dans l'urgence à cette préoccupation. Mais d'abord, exercice assez difficile, François Baudonnet essaye de prendre la mesure du phénomène. Que représente vraiment le phénomène délocalisation dans notre pays? Trnava, en plein cœur de la Slovaquie. Ici, dans 2 ans, sur ce site gigantesque de 190 hectares, le français PSA Peugeot Citroën produira 300 000 véhicules par an. S'agit-il d'une délocalisation? Non, car la plupart de ces voitures seront vendues en ex-Europe de l'Est, dans les nouveaux pays de l'Union. Or, délocaliser au sens strict, c'est transférer une usine à l'étranger pour réimporter ensuite en France sa production. Les délocalisations, la France en souffre pourtant. Et le combat parfois physique des salariés, comme ici à Rennes, pour empêcher le déménagement de leur usine, n'y change rien. Car les chiffres sont implacables. 1 heure de main-d'œuvre coûte chez nous 15 € contre 4 seulement en Pologne et 40 centimes en Chine, 40 fois moins qu'en France. Pourtant, toutes les études montrent que les délocalisations sont responsables de moins de 5% des suppressions de postes. Elles montrent aussi que la France reste attractive, avec 27 000 emplois créés par des firmes étrangères l'an dernier. Alors pourquoi tant d'inquiétude? Eh bien parce que de nouveaux secteurs sont touchés. Les centres d'appel téléphoniques, par exemple, partent pour le Sénégal, le Maroc ou la Tunisie. Du coup, et c'est une première inquiétante, les emplois perdus dans l'industrie ne sont plus compensés par ceux créés par les services. Alors je vous le disais, le gouvernement tente de répondre à ce souci des Français vis-à-vis des délocalisations. À l'issue d'un comité interministériel d'aménagement du territoire, Agnès Molinier, le Premier ministre, Agnès, vient d'annoncer quelques mesures. Absolument, Christophe, et vous l'avez dit, politiquement, en cette rentrée, il ne pouvait pas faire autrement que de montrer qu'il se préoccupe de l'emploi, le premier souci des Français, et notamment des délocalisations qui ont tant effrayé la chronique cet été. Eh bien, Jean-Pierre Raffarin a confirmé qu'il y consacrerait 1 milliard d'euros en 2005, essentiellement sous la forme du maintien de l'activité en France, avec ce qu'il a appelé l'extension de pôles de compétitivité sur le modèle de Sophia Antipolis sur la Côte d'Azur. Le principe en est simple, essayer d'attirer des entreprises dans des secteurs innovants comme l'aéronautique ou la fibre optique à venir s'installer près des universités ou des laboratoires de recherche. Alors pour ceux qui attendaient des mesures fiscales destinées à faire baisser le coût du travail, comme bien évidemment en premier lieu les chefs d'entreprise du MEDEF ou de la CGPME, eh bien il leur faudra encore attendre la présentation la semaine prochaine par Nicolas Sarkozy du budget de la France pour 2005. 2 milliards d'euros avaient été promis pour lutter contre les délocalisations, comme par exemple l'exonération de la taxe professionnelle pour des entreprises qui resteraient dans des secteurs à l'emploi sinistré. Mais pour cela, donc, aucune annonce ce matin. Il faut attendre le 22 septembre, Christophe. Merci Agnès Molinier. En Corse, le conflit qui oppose le syndicat des travailleurs corses à la société publique de car ferry SNCM se poursuit aujourd'hui, 11e jour de grève. Je rappelle que les marins grévistes réclament notamment qu'une plus grande partie du personnel de la SNCM soit recrutée en Corse. Vincent Fourcade, José Boulestex. L'embarquement du matin à destination du continent. C'est l'un des rares navires à pouvoir quitter le port de Bastia aujourd'hui. Il est rapidement pris d'assaut. D'habitude, c'est des départs le matin, là, on doit avoir à peu près une centaine de voitures. Là, on a un départ à 400 voitures ce matin et 25 camions. À bord de ce ferry, des passagers qui auraient dû voyager avec la SNCM. Mais tous les navires de la compagnie publique sont bloqués à quai par les grévistes du syndicat des travailleurs corses. Une grève pour la hausse des salaires, mais également pour le rééquilibrage des embauches
entre la Corse et le continent. Il me semble normal que deux régions qui vivent et qui sont étroitement liées, notamment par un service public, que les retombées économiques et les emplois puissent bénéficier aux deux régions, ce qui n'est pas le cas puisque je vous rappelle que jusqu'à ce jour, seuls 14% de résidents corses étaient embauchés dans le personnel navigant de la SNCM. Le STC, un syndicat proche des nationalistes corses, est le seul à prendre part à cette grève. Pour les autres organisations, pas question de s'associer à un conflit dont le seul but serait de faire le jeu des nationalistes. Aujourd'hui, à travers ce conflit social, ils essayent de rebondir, puisqu'ils ont perdu au référendum, aux dernières territoriales, ils ont stagné au niveau des résultats. La grève dure depuis maintenant 11 jours et pas d'issue en vue. Selon la direction de la SNCM, ce conflit lui aurait déjà fait perdre près de 2 millions d'euros. Voici le face-à-face du Trésor. Faut-il assouplir la loi littorale qui empêche de construire en bord de mer? À ma gauche, Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Ancien ministre de l'Environnement et aujourd'hui avocate et présidente du mouvement CAP 21. À ma droite, Marc Pigeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs. Votre avis à vous, téléspectateurs, nous intéresse. Vous envoyez vos messages sur internet france2.fr ou par SMS au 5 15 15 et vos messages viendront s'inscrire tout à l'heure en bas de l'écran. Mais avant de débattre, petite mise au point sans doute très nécessaire, Laurence Decherf nous dit ce qu'est actuellement la loi littorale et dans quel sens il serait question éventuellement de la modifier. Des plages vierges de toute construction aux alentours, il en existe encore. C'est justement pour les préserver et éviter ce genre de bétonnage que la loi littorale a été créée en 1986. Tout un dispositif pour protéger les sites et leurs paysages avec interdiction de construire dans les zones non urbanisées à moins de 100 mètres du rivage. Des constructions également limitées dans les zones proches. Certains espaces à sauvegarder absolument peuvent être achetés par le Conservatoire du littoral, le bras armé de l'État qui vient ce matin d'attribuer 8 millions d'euros supplémentaires à son budget. Mais voilà, certains y voient un frein au développement économique et souhaiteraient un assouplissement de l'ensemble de la loi, en donnant plus de pouvoir aux élus locaux dans l'attribution des permis de construire et dans la gestion du conservatoire du littoral, mais aussi en assouplissant les règles de construction dans les zones proches du rivage. Ce qui inquiète les associations de défense de l'environnement. Toujours avant de débattre, on va dans le Morbihan où un maire notamment voudrait bien que la loi s'assouplisse pour qu'il puisse construire un parking. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Elle a poussé comme un champignon au cœur des dunes de Plouhinec, un site protégé propriété du Conservatoire du littoral. Certes, ce n'est qu'un décor de cinéma qui doit être démonté après le tournage, mais dans ce sanctuaire, les associations écologistes voient rouge. Là, on est sur un site qui jouit des plus forts degrés de protection en France. Et on arrive quand même à ce genre de résultat. Bon, ça montre bien que la loi littorale, il ne faut pas y toucher. Comme elle est déjà, elle n'est pas assez dure puisqu'on se permet ça. La mairie de Plouhinec, qui gère le site, a autorisé la construction sans en avoir le pouvoir. Elle reconnaît son erreur tout en minimisant les conséquences. Il s'agissait d'aider une œuvre culturelle. On a vu le côté économique, ce sont des gens qui sont arrivés ici, ils sont une quarantaine, ils font tourner l'économie du pays, ce sont des gens qui dorment ici, qui mangent ici dans les différents restaurants et qui recrutent même du personnel du pays. À l'autre bout du Morbihan, les travaux d'un parking en limite de site classé sont interrompus suite à l'action d'une association. Un parking de 12 000 m² pour 300 voitures, dans un secteur encore exempt de construction. Ici, ce parking, il interrompt la courbure d'urbanisation. Il crée ce que certains appellent de la jolie expression dents creuses. Et les dents creuses, c'est fait pour être bouché par des maisons. Le parking appellera des maisons, c'est évident. Le maire, qui voit ses projets régulièrement attaqués, s'insurge contre une loi littorale qui permet trop d'interprétations devant les tribunaux. Ce qui m'étonne, c'est qu'avec une loi telle que la loi littorale, on puisse être à un moment dans la légalité pour ne pas l'être demain. Et je crois que c'est ça qu'il faut arrêter. Donc tout ça demande vraisemblablement un nettoyage de la loi littorale. Malgré la loi, la Bretagne n'échappe pas à l'urbanisation de ses côtes. Les sites sauvages sont encore nombreux, mais la pression est forte. Attiré par ces paysages, tout le monde veut vivre au bord de la mer.
Alors je vous le dis tout de suite, le gouvernement, à l'issue d'un comité interministériel d'aménagement du territoire, vient d'annoncer qu'il ne modifiera pas la loi, mais qu'il va avoir recours à des décrets d'application qui seront plus souples qu'ils ne l'ont été dans les années prochaines. Ça ne va pas nous empêcher de débattre parce que c'est un sujet qui est récurrent, un débat qui est récurrent. Corinne Lepage donc à ma gauche, Marc Pigeon, président de la Fédération des promoteurs constructeurs à ma droite. Monsieur Pigeon, je voudrais que vous nous donniez quelques exemples concrets de réalisations que vous voudriez faire, vous qui êtes promoteur, et que la loi ne vous permet pas aujourd'hui. Bien, écoutez, je crois que vous venez de nous donner l'exemple dans le sujet précédent qui parlait des délocalisations. Et vous avez dit qu'il serait intéressant d'attirer les entreprises, notamment à Sophia Antipolis. Ouais. Ben voilà un vrai problème. Voilà qu'à Sophia Antipolis. Donc c'est la région, c'est dans l'Hérault, hein? Non, Sophia Antipolis, c'est à côté d'Antibes. Nice Côte d'Azur, pardon. Faute de pouvoir suffisamment construire. Et j'ajouterai quelque chose tout à l'heure. On ne permet pas aux actifs de trouver un logement. Et si on n'est pas capable de donner un logement à ces familles, on aura un problème pour les entreprises. Alors nous, ce qu'on dit, c'est simplement ceci. Il faut arrêter un peu les clichés, si vous voulez. Nous, la Fédération des promoteurs, on est favorable à préserver les espaces remarquables. Premier point. Et quand c'est pas remarquable, ou c'est moitié remarquable... Mais c'est là où justement se pose le sujet, c'est que quelquefois, un espace qui serait remarquable n'est pas considéré par le Conservatoire du littoral comme remarquable, il ne veut même pas l'acheter. Non, mais attendez, je crois que la loi littorale n'a jamais empêché de construire dans les zones déjà urbanisées. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Deuxièmement, il est clair qu'il y a des pressions depuis 15 ans maintenant pour essayer de faire dire à la loi littorale le contraire de ce qu'elle a dit. Manque de chance, nous avons une juridiction administrative, je dirais, qui a été en l'espèce, c'est pas toujours le cas, mais là ça a été en l'espèce particulièrement courageuse et qui a appliqué la loi. Alors effectivement, lorsqu'on entend un maire dire on ne sait pas si c'est juste ou c'est pas juste, il sait très bien. Simplement, il essaye de la contourner. Son parking là, c'est pas juste? Mais non, bien sûr que non. Qui veut construire un parking là? Écoutez, il y a suffisamment d'espace en dehors de ceux qui sont en bord de littoral pour pouvoir construire. Qu'on autorise les maires à construire, c'est déjà la loi, c'est déjà les maires qui délivrent les permis de construire. Donc il n'y a pas de problème de décentralisation. Il y a une vraie protection, elle est indispensable. Je dirais par exemple, monsieur, que dans le Var, qui est proche de Sophia Antipolis, bien que ce soit les Alpes-Maritimes, vous avez 1% du littoral qui n'est pas construit. Alors c'est ce 1%-là, parce qu'il n'est pas suffisamment remarquable, qu'il faut construire aujourd'hui? Alors, madame, vous confondez tout ce qui est construit et ce qui est construit dans la ville. C'est-à-dire que nous sommes effectivement opposés au mitage, madame. Au quoi? Au mitage, c'est-à-dire la construction de petites maisons diffuses à peu près sur tous les bandes littorales. Nous y sommes fermement opposés. Nous pensons par contre que si on ne veut pas réserver le littoral à une élite, il convient de construire dans les agglomérations. Oui, et notamment le juge, parce qu'en ce moment c'est lui qui fait la loi. Depuis son bureau, en fonction des dossiers, c'est lui qui détermine s'il sera ou pas constructible. Et je préférerais qu'effectivement ce soit l'élu local, avec son conseil municipal, qui puisse déterminer de manière précise. Et je vais ajouter que même les extensions limitées, madame, sont même prises en compte pour les zones urbanisées. Vous le savez parfaitement, il y a plusieurs exemples à citer. Les maires sont pas les mieux placés, Corinne Lepage? Les maires sont tout à fait bien placés, mais ils sont là pour appliquer la loi et pas pour la contourner. Deuxièmement, on a parlé tout à l'heure des délocalisations et c'est vrai que le problème économique est un problème majeur. Pourquoi est-ce que cette année, il y a eu 25% de moins de touristes sur la Côte d'Azur? Parce qu'ils sont allés en Croatie. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés en Croatie? Parce que c'est moins cher, mais surtout parce que c'est une côte qui est parfaitement sauvegardée. N'oublions pas que l'industrie du tourisme est la première industrie en France aujourd'hui. Si nous avons envie de développer celle-là, et elle n'est pas délocalisable, monsieur, l'industrie du tourisme, eh bien ça commence par la protection d'un patrimoine exceptionnel que nous avons, et que nous avons déjà beaucoup écorné. N'oubliez pas que le chômage est 5 fois plus élevé dans les secteurs de loi littorale. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut avoir une, comment dirais-je, le chômage est 5 fois plus élevé à Nice qu'à 10 points à peu près en moyenne sur la France, et on a 15 points en moyenne. C'est pas 5 fois plus. Non, ça fait 50% de plus. Voilà, c'est ça. 5 vous êtes en train de nous dire qu'il y a 5 fois plus de chômage à Nice qu'à Dunkerque. Mais pourquoi? C'est pas la loi littorale qui est responsable, c'est le soleil qui attire les gens qui... Attendez, je dis simplement que par rapport à cet ensemble, il y a 5 fois de plus. C'est un chiffre de la data. Alors, je voudrais... Je ne crois vraiment pas du tout. Mais écoutez, vous le regardez un petit peu. Regardez le nord-est de la France, je souhaite, oui, et pour vous donner l'exemple du Var que vous citez, quand vous avez un secteur, un terrain qui est en centre-ville, et que vous puissiez construire la densité d'un secteur de maisons individuelles, je prends l'exemple de Port-Fréjus qui a défrayé la chronique pendant un moment, qui a un coefficient d'occupation des sols aujourd'hui
de 30% une fois que l'opération sera terminée, je pense, madame, qu'on gaspille l'espace. Il faut protéger l'espace qui est en dehors des agglomérations et construire là où on a l'espace. Sinon, Oui, on va réserver ce littoral à une élite et on ne perdra pas. La question n'est pas, monsieur, c'est un argument qu'il faut que vous répondiez, ça. n'est pas de réserver à une élite. Non, pas du tout. La question est effectivement de perdre. De toute façon, monsieur, vu le prix des constructions littorales, les gens qui ne sont pas l'élite aujourd'hui ont les plus grands mal du monde à pouvoir acheter quoi que ce soit. Alors il faut arrêter de se cacher derrière cet argument qui n'en est pas un. Il y a des maires qui veulent construire des HLM, par exemple, et notamment à proximité du littoral. Pourquoi pas? Pourquoi pas des HLM, bien entendu, parce qu'il faut de la mixité sociale, mais on n'est pas obligé de le faire sur la plage, monsieur, on peut le faire à quelques centaines de mètres du littoral. Il paraît qu'il n'y a plus de place ailleurs. Il faut le faire dans la ville. Et madame, plus un produit est rare, et plus il est cher. Mais la loi littorale n'a jamais interdit de construire en ville, monsieur. Donc je ne reproche pas la loi littorale de protéger les espaces sensibles. Mais ça ne je suffit pas. reproche d'en faire un amalgame. Il faut donc préciser les textes. Non. Il faut donner plus de pouvoir aux élus. Non, monsieur, ne nous trompons pas sur les mots. Vous ne demandez pas qu'on précise les textes. Ils sont parfaitement précis. Vous demandez qu'on les change, ce qui est une autre histoire. Vous voulez qu'on les change? Je veux qu'on les précise. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un hameau? Qu'est-ce que c'est qu'une extension? La juridiction administrative vous a tout à fait répondu à cette question. Donnez-nous vraiment rapidement un projet que vous avez en tête et que vous ne pouvez pas réaliser actuellement. Un projet qui était en tête, pas moi à titre personnel, mais je serais mal en peine. Mais des fois même le juge, alors sur un projet personnel qui était en centre d'une agglomération, avec un immeuble de R+10 à gauche, R+8 à droite, on a eu un recours sur ce permis de construire. Parce qu'on était en bord de mer. Pour un autre motif. Ouais. Et le juge, le commissaire du gouvernement, a dit attention, vous avez oublié pratiquement à celui qui nous attaquait, attention, vous avez oublié l'article du Code de l'urbanisme et vous pouvez donc avoir un autre angle d'attaque sur la loi littorale. Donc, quand même l'opposant ne le voit pas, ne le voit pas. Mais le juge est là pour dire le droit, je ne trouve pas scandaleux. C'est le commissaire du gouvernement qui lui propose l'idée. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat qui donc est à peine là d'actualité à l'heure où on se parle puisque le gouvernement dit on ne touchera pas à la loi mais on va réviser les décrets mais qui reviendra évidemment, on le voit bien puisqu'il y a des lobbies qui essayent de pousser à un aménagement, donc c'est un sujet qui reviendra sur le devant de la scène. Merci. On se tourne vers la Turquie maintenant, la Turquie candidate à l'entrée dans l'Europe et qui pour faire bonne figure vis-à-vis des Européens a décidé de toiletter son code pénal. Petit problème, le gouvernement a inclus dans sa réforme un chapitre qui fâche. Il veut rendre l'adultère passible de prison. On trompe son mari ou on trompe sa femme et on se retrouve derrière les barreaux. Plusieurs centaines de femmes ont manifesté ce matin à Ankara contre ce projet de loi. Sur place, Claude Sampère, Philippe Louzzi. Aysoun est étudiante en lettres. Elle a 27 ans. Mais ce matin, elle a décidé de ne pas aller à ses cours. Elle préfère se rendre à la manifestation des femmes en plein centre d'Ankara. Un rassemblement pour protester contre le nouveau projet de loi sur l'adultère. Depuis aujourd'hui, les parlementaires turcs discutent en effet d'un article de loi faisant de l'adultère un délit passible d'1 an de prison. En quelques mots, Aysoun nous explique que cette loi porte gravement atteinte aux droits des femmes, qu'elle est inacceptable. En 1996, la Cour constitutionnelle avait aboli une loi sur l'adultère encore plus répressive. À l'époque, une femme, même pour une simple aventure, pouvait être condamnée à 3 ans de prison. Pour un homme, en revanche, il fallait prouver qu'il avait une maîtresse régulière. Le gouvernement considère donc cette nouvelle loi comme un progrès. Mais pour ces femmes, c'est un recul en arrière. L'État n'a pas le droit de se mêler de nos vies privées, il n'a pas le droit de rentrer dans nos chambres à coucher. Le gouvernement dit que cette loi met sur un pied d'égalité l'homme et la femme. Mais c'est faux. Vous imaginez ici une femme qui déposerait plainte contre son mari? C'est impossible. Je ne sais pas ce que cherche le gouvernement, je ne sais même pas s'il sait où il va. D'un côté, ils veulent rentrer dans l'Europe, et d'un autre côté, ils font ce projet de loi qui soulève une vraie polémique. Cette manifestation sera suivie sans aucun doute avec beaucoup d'intérêt depuis Bruxelles, au moment où la Turquie est censée faire des réformes démocratiques pour faciliter les discussions sur son entrée éventuelle dans l'Union européenne. Ce projet de loi sur l'adultère apparaît aujourd'hui comme une véritable provocation. Et maintenant, voici notre feuilleton. Tout au long de cette semaine, vous le savez, nous suivons jour après jour le retour à la vie normale, ou disons à une tentative de vie normale, des accusés de l'affaire Doutreau qui ont été innocentés. Alors vous allez retrouver dans un instant Odile, qui réapprend à vivre avec les enfants qu'on lui avait retirés, et Pierre, qui a repris son activité de chauffeur de taxi.
Oui, bonjour monsieur. Monsieur Martel, taxi à Outreau. Voilà, je suis artisan taxi et je n'ai pas pratiqué mon activité de taxi pendant 3 ans. Donc, je suis équipé avec un GLEC fluo ATA. Et j'aimerais savoir s'il est encore aux normes, dans la mesure où il était en francs il y a 3 ans. Et que, donc, éventuellement, est-ce qu'on pourrait le mettre en euros ou pas? C'est la vie, hein, le travail. Normalement, le travail jusqu'à 60 ans, donc je n'en ai que 55. J'ai encore 5 ans à travailler. Et je pensais prendre ma retraite avant, dans la mesure où j'avais commencé à travailler, j'ai commencé à travailler à 14 ans et demi. Mais les 3 années qu'on m'a volées vont faire que je vais être obligé de travailler jusqu'à 60 ans, sinon plus. Ah ouais. Donc vous voyez que on vous rend votre liberté, mais on ne vous rend pas les années qu'on vous a prises. C'est le compteur que je dois réinstaller sur le véhicule, compteur électronique, avec ses câbles, son interrupteur et ses boîtes de... J'ai vu monsieur le maire ce matin, à qui j'avais demandé une entrevue. Je pensais qu'il m'aurait convoqué, mais apparemment ça ne s'est pas fait, donc j'ai fait les premiers pas, et qui m'a assuré de son soutien et donc la possibilité de reprendre mon activité à Outreau. C'est important. Hein, j'ai essayé de vivre du mieux possible, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. On m'a accusé des pires choses, et puis maintenant je suis tout seul. Enfin, pas tout seul, parce que forcément j'ai la chance d'avoir ma femme, mes enfants, mes amis qui sont autour de moi. Heureusement. Sinon, je suis tout seul. La justice a rendu son verdict. Elle remet les gens à la porte. Hein, le jour du verdict, on vous dit, ben voilà, non coupable. Au revoir monsieur. À vous de vous débrouiller. Vous trouvez ça normal? Moi pas. Donc j'en veux, je suis en colère. Oui, c'est vrai que je suis en colère. Je ne m'attendais pas à ça. À 37 ans, Odile Maréco a perdu elle aussi 3 ans de sa vie, loin de ses enfants. Ils étaient placés chez ses parents lorsqu'elle était en prison. Il y a énormément de place pour les petits. Elle a retrouvé la garde de son fils et de sa fille aujourd'hui. Vu qu'elle a ses palmes, elle a plus de vitesse de ce fait-là. Tu vois? Allez, François est parti. François est parti. Moi, je vais les goûter. Je ne sais pas si c'est inconsciemment un besoin de récupérer tout le temps perdu, mais j'ai du mal à leur donner des libertés. Donc, mais bon, je me dis, ben oui, après, je dis, mais attends, ils sont là sous tes yeux, tu les vois, c'est bon, t'inquiète pas, quoi, ils sont là, tu les entends. Mais j'ai du mal, j'étais déjà... J'avais tendance à vouloir toujours les avoir avec moi, mais c'est encore plus fort maintenant. Ah, demain c'est la rentrée! Et pas pour moi. L'amour est là, intact. Reste le quotidien à rétablir dans un nouveau foyer et le traumatisme à effacer. Non, c'est fini, il est 9h15. Allez. Non, non, ça y est, hors de question. Tu sais bien que c'était 8h à la maison. Hein. Ah, parce que j'étais pas là. S'il te plaît. C'est des choses qui lui arrivaient pas avant et qui arrivent ici. Je me demande si c'est pas inconsciemment l'épreuve qu'on a eue de l'arrestation et que ce soit arrivé au matin au réveil, donc que le sommeil pour elle, l'endormissement corresponde à quelque chose de négatif parce qu'on ne sait pas comment on va être demain, quoi. Pour eux, dans leur tête, maman est allée quand même 7 mois en prison. Même s'ils n'en parlent pas. Mais il y a eu 7 mois où j'ai été incarcérée, 7 mois où j'avais perdu ma liberté. Donc moi je leur ai écrit de là-bas, les lettres, ils les lisent encore. Donc je me dis, ça nous restera. Ça nous restera, donc on vivra toujours avec ça. Le lendemain, c'était la rentrée des classes, moment précieux entre une mère et ses enfants, le premier depuis 3 ans.
Voilà, c'était le second épisode de notre feuilleton Outreau après le déshonneur, signé Agnès Gardet, Vincent Ferreira et Gaël Pouvreau. Vous retrouvez tous les protagonistes demain pour le troisième épisode. On continue de suivre pas à pas l'avancée du cyclone Ivan, toujours aussi violent avec des vents de plus de 250 km/h. Il a finalement frôlé Cuba et se dirigerait maintenant vers le Mexique et la Floride. Christelle Bertrand. Il n'a fait que passer. Certes, Ivan a soufflé sur Cuba, mais beaucoup moins fort que prévu. La colère du cyclone s'est abattue sur l'extrémité ouest de l'île, sans toucher la Havane. Il pleut beaucoup sur les maisons vides. Cuba avait pris ses précautions en évacuant plus d'1,5 million de personnes. Dans sa clémence, Ivan a aussi épargné les cultures du tabac, chères aux fumeurs des célèbres cigares. Le président cubain a loué la courtoisie d'Ivan. Nous sommes très satisfaits de voir que le pays est passé à côté de grosses destructions. En 24 heures, Ivan a changé son itinéraire, déjouant toutes les prévisions des météorologues. Avec son diamètre de 650 km, le cyclone va vers le Mexique et reprend des forces. Et ses effets se sont déjà fait sentir. Il est tombé 10 cm de pluie, le vent souffle à 70 km/h. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées d'urgence. Je suis partie car j'ai un bébé d'1 mois et toute ma maison bougeait à cause du vent. Dans sa course folle, Ivan devrait aussi s'abattre sur la Floride, à moins que ce ne soit sur la Louisiane. Tout le monde est prévenu et prend donc ses précautions. Les Américains fuient leur 3e cyclone en 1 mois. Alors de moindre gravité, évidemment, de violents orages la nuit dernière en Savoie. La foudre est tombée sur le toit d'une école que l'on voit ici à Novalaise. Le toit a donc pris feu et l'école est aujourd'hui provisoirement fermée. Un livre maintenant qui révèle sans doute une certaine tendance des hommes politiques à se confesser publiquement, à étaler un peu leur vie privée. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, publie aujourd'hui un livre chez Robert Laffont intitulé « La vie passionnément ». Et dans ce livre, il raconte notamment comment il y a quelques années, il a envisagé d'adopter 2 enfants. Alexandre Carra, Pauline Revenat. À son tour, Bertrand Delanoë livre ses confidences au public. Longtemps tabou, la vie privée des hommes politiques a fait irruption sur la scène publique dans les années 90. Il y a eu Michel Rocard, le Premier ministre au parler vrai, qui n'hésite pas à faire état dans les journaux de son divorce. Plus spectaculaire, la révélation de l'existence de la fille cachée de Mitterrand, Mazarine. Plus marketing, l'omniprésence du couple Sarkozy dans les journaux People. Dans son livre, le maire de Paris mélange confidences personnelles et réflexions politiques, mais c'est évidemment les premières qui retiennent l'attention. D'abord, le maire de Paris évoque son père, qu'il a tant aimé. Alors qu'il est nommé secrétaire fédéral de l'Aveyron, il apprend sa mort, il écrit « La douleur fut d'une violence inouïe ». Plus inattendu, Bertrand Delanoë évoque son rêve de paternité. À 40 ans, il envisage l'adoption, il voudrait devenir père. Mais quelques années plus tard, la lenteur des démarches le conduit à renoncer, il se dit triste, car il ne sera jamais père. Grand déballage ou pudeur raisonnée, pour tout politique, l'exercice semble désormais incontournable. Il ne peut plus y avoir de grande carrière politique aujourd'hui si on ne donne pas de soi-même, si au fond on ne donne pas aux gens la clé de sa personnalité profonde. Et à ceux qui l'accuseront d'impudeur, Bertrand Delanoë répond par avance en égratignant au passage l'un de ses adversaires politiques. Je ne me suis jamais affiché dans la presse People, peut-on en dire autant de Nicolas Sarkozy? Bertrand Delanoë, la vie passionnément sans doute, la politique aussi. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Je vous présente Nadjat Hérault, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de 3 enfants, Nadjat, dont Étienne, qui a 13 ans. Et je voudrais vous laisser dire avec vos mots à vous, qui est Étienne et ce qui lui arrive. Bien, Étienne est un petit garçon qui a donc 13 ans, qui est porteur d'une trisomie 21. Et j'aime dire porteur parce que c'est, avant d'être trisomique, il est un enfant à part entière. Donc Étienne est aujourd'hui scolarisé, ce qui a été très difficile. Je note que vous refusez, et c'est pour ça que je vous ai laissé le dire vous-même, vous refusez de dire Étienne est un enfant handicapé. Il est porteur d'un handicap. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas... Ça change quoi? Ça change qu'il n'est pas un être figé. Qu'il est un enfant bénéficiant des droits de l'enfant dans une société en évolution comme pour tous les autres enfants.
et que là, il a une trisomie 21 qu'il gère au quotidien, avec laquelle il apprend à vivre, avec laquelle il rencontre l'autre et avec laquelle il continue à grandir au sein de l'école, au sein du groupe des amis, de la société, d'un quartier, de sa famille. Alors vous vous êtes battu, mais quand je dis battu, parfois vraiment très durement. Mais j'insiste, ça ne veut pas dire refuser le handicap, chose qu'on dit souvent aux familles qui se battent pour la scolarité de leurs enfants. Oui, c'est-à-dire que vous nous dites aujourd'hui, je sais qu'il est handicapé, que ça ne va pas changer dans le temps. Tout à fait. Il sera toujours trisomique. Tout à fait. Mais vous vous battez parfois durement pour qu'il soit scolarisé dans un collège normal, parce que 13 ans, il est en quelle classe là? Il est rentré maintenant en 6e, donc il a eu la chance d'avoir une dérogation d'âge, de finir sa scolarité à l'école primaire et de rentrer aujourd'hui en 6e. Mais c'est quoi le sens de cet entêtement? Puisque donc, à un moment donné, son évolution intellectuelle fera qu'il ne pourra pas suivre, vous le savez ça? Eh bien écoutez, ça, c'est vous qui le dites, ou d'autres qui le disent. Son évolution intellectuelle, pour vous donner un exemple, Étienne, en effet, quand il est né, on m'a dit, il ne marchera pas avant l'âge de 4 ans, il ne mangera pas seul avant l'âge de 3 ans. À 1 an et demi, il marchait, il mangeait seul avant. On m'a dit qu'il ne pourrait pas apprendre à lire et à écrire avant l'âge de 12, il a appris à 8-9. Donc, pour moi, il n'y a pas de limite. Cela dépend, je pense, de ce que l'on donne en termes éducatifs et non pas seulement en termes médicaux. Je crois que la trisomie, comme d'autres handicaps connus, ce n'est pas seulement le médical. Il faut passer ça pour dire que c'est éducatif et que là, on peut se battre. Il y a des moyens, il y a des méthodologies, il y a des techniques. Si on a l'énergie, eh ben ça c'est assez inégal et c'est injuste et c'est une honte parce que je pense que là ce n'est pas seulement si on a le courage en tant que parent, mais c'est aussi à un moment donné aux politiques, à une société de faire cette place-là qui est possible, qui existe. Pour vous dire une chose qui me fait beaucoup rire, la plupart des méthodes d'apprentissage scolaire aujourd'hui utilisées ont été d'abord adaptées sur des enfants qui ont des retards mentaux. Pourtant, aujourd'hui, on l'utilise pour la performance des enfants dans les classes. Alors, quand j'ai dit que vous êtes battu violemment, c'est qu'une année, vous êtes même allé jusqu'à faire la grève de la faim pour que votre enfant reste dans une école normale. Non, ce n'est pas pour qu'il reste. La chance que j'ai eue, moi, contrairement à d'autres, c'est que j'ai toujours trouvé des écoles qui ont admis Étienne. Mais l'administration de l'éducation nationale a eu un comportement absolument inadmissible pour moi, qui a été finalement d'attendre le découragement d'Étienne et d'attendre le découragement des enseignants en ne donnant pas les aides adéquates qui existaient de par la loi de 75. Mais alors pour un Étienne qui est en 6e aujourd'hui, vous avez des chiffres? Combien il y en a qui... 40 000 enfants à la maison. 40 000? Nous on avait un chiffre de 30 000, on va voir quelques chiffres là peut-être. Voilà, donc les chiffres ça va de 6 000 à 40 000 enfants à la maison. Mais comme le chiffre du handicap en France qui va de 2 millions à 5 millions, ça donne un état des lieux politiques. Comment prévoir la politique quand les chiffres sont aussi énormes? Alors vous poussez même le bouchon jusqu'à dire qu'au fond la présence d'enfants handicapés dans une classe est utile. Tout à fait. Comme je vous disais il y a 2 minutes, la majorité des méthodes utilisées dans les écoles en termes pédagogiques ont été mises en place dans le cadre du handicap mental. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est quoi dans les classes? On demande en effet une performance aux enfants, on demande à ce qu'ils soient meilleurs tous les jours. Est-ce que ces enfants ont la place de dire je n'y arrive pas ou je n'ai pas compris? Eh bien c'est vrai que moi ce que je constate, et à travers aussi d'autres enseignants de ma connaissance, c'est que quand il y a un enfant handicapé qui est intégré, donc porteur de handicap, qui est intégré dans une classe, eh bien là les enfants se disent mais moi aussi j'ai l'espace de dire je n'ai pas compris à l'enseignant. Et l'enseignant peut-être se met plus facilement à niveau. Tout à fait. C'est-à-dire que là, en effet, ça nous apprend, ça nous oblige à avoir une disponibilité. Mais je dirais la même chose pour les parents. C'est-à-dire que moi, je dis aujourd'hui, Étienne, eh bien, quelque part, ça a été un apprentissage pour moi énorme en tant que maman, y compris pour mes autres enfants. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute et on suit à l'écoute. On ne force pas, on suit à l'écoute. Merci Najat Hérault d'être venue témoigner de cette énergie que vous avez que d'autres n'ont pas. Je voudrais juste, si c'est possible, dire une petite chose. Il y a actuellement un enfant dans le 16e qui est totalement déscolarisé, Omar Benayed. Je trouve ça scandaleux. Et il faut faire quelque chose. On ne peut plus continuer à déscolariser les enfants. C'est de la maltraitance des familles, de la maltraitance des enfants. C'est ne pas respecter leurs droits en tant qu'enfants. Ils sont donc plus de 30 000, 40 000, disiez-vous vous-même. C'est fini pour aujourd'hui. Merci. Surtout, ne partez pas, vous qui nous regardez. D'Éric arrive juste après la météo. Quoi qu'il en soit, si vous partez, revenez à 20 h pour le journal de David Pujadas et revenez demain pour un nouveau 13 h. Et d'ici là, gardez la pêche. Au revoir.